Je m'appelle Mathieu, et donc j'ai 31 ans, je viens de Normandie. Je me présente un petit peu sous le métier d'aventurier, même si c'est pas vraiment un métier, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire pour définir ce que je fais. En 2019, Mathieu Torder, un aventurier devenu le plus jeune explorateur au monde, est le premier Français à rallier le pôle Sud à ski, en solitaire et sans ravitaillement. Vous écoutez Wabi, une série documentaire qui explore la conscience des femmes et des hommes qui protègent la Terre, par Émilie Vido et Massif. C'est quoi être aventurier au XXIe siècle ? Pour moi, l'aventure, d'une manière générale, c'est se confronter à quelque chose d'inconnu. C'est vivre quelque chose de nouveau. Donc finalement, on est tous un peu des aventuriers, quoi. Se lancer dans la création d'une entreprise, c'est une forme d'aventure. Moi, mes aventures, c'est des aventures souvent liées à une géographie. C'est des endroits que je vais essayer de rejoindre, comme le pôle Sud, par exemple, ou quand j'ai traversé, par exemple, une chaîne de montagnes ou un océan à la voile. Ouais, être aventurier aujourd'hui, c'est se confronter à des choses nouvelles. Et après, moi, je l'associe beaucoup aussi à l'idée de transmettre et de partager. Mais il y a une vraie dimension dans mon travail de rendre compte de ce que je vis avec mes mots, essayer de faire le lien aussi entre la communauté scientifique qui, elle, eh bien, elle alerte, elle produit une quantité de rapports, d'études, et le grand public qui parfois a du mal à se raccrocher à ces rapports parce que ça nous paraît un peu nébuleux, ça nous paraît un peu loin de nous. Alors que les aventures, souvent, on s'y raccroche facilement parce que ça a un côté spectaculaire, ça a un côté divertissant. Et donc pour moi, le métier d'aventurier, ou en tout cas celui que je me suis trouvé, c'est celui-ci. C'est de faire de la vulgarisation de la science par l'aventure. Alors, la grande aventure pour laquelle on te connaît, ouais. C'est rejoindre le pôle Sud. Ouais. Comment est-ce qu'on se dit à 26 ans, je vais rejoindre le pôle Sud ? Bah déjà, ça vient au bout de quelques années. Moi, c'était pas une idée que j'avais depuis que j'étais tout petit. C'est venu à force de faire des aventures et des expéditions. J'avais toujours été fasciné par le continent antarctique. Parce que quand on regarde un planisphère, on voit cette grande tache blanche. Et enfin, je sais pas, moi, j'étais fasciné par l'idée de me dire que c'était un continent grand comme 28 fois la taille de la France. Encore un peu méconnu, parce que découvert il y a seulement 2 siècles, parce que le pôle Sud a été atteint pour la première fois en 1911. Finalement, c'est assez récent dans notre connaissance de la Terre. Donc, moi, j'étais, attiré par cette grande tache blanche. Aussi parce que l'homme a jamais été présent sur ce continent de manière autochtone. Aujourd'hui, il y a plein de bases scientifiques, mais il n'y a jamais eu de présence humaine historique. Et puis, grâce à un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Etienne et qui est passé avant moi à ce micro, moi, j'ai été très inspiré par ces expéditions. Et Jean-Louis, il a cette habitude de dire qu'à force de travail, de persévérance, tout est possible. Et moi, je l'ai un peu pris au mot. Et de ce rêve d'Antarctique, je l'ai transformé en une expédition vers le pôle Sud. Il y avait 2 motivations. La première, c'est que j'avais envie de voir ce continent de mes propres yeux. J'avais envie de me confronter à ce terrain un peu vierge de tout et de l'expérimenter, de le ressentir vraiment dans ma chair, quoi, de sortir des récits de Jean-Louis Etienne, de sortir des documentaires que j'avais pu voir sur le sujet pour en faire l'expérience physique, sensorielle et réelle, en fait. C'était quelque chose de plus fort que moi, j'avais vraiment envie d'y aller. Après, sur le plan intérieur, c'était une vraie exploration. Est-ce que tu penses qu'on peut protéger la planète et avoir conscience, en fait, du vivant sans s'être exploré soi-même avant? Ou finalement, il faut d'abord faire une sorte de chemin intérieur, apprendre à être en intimité avec son humanité pour avoir cette prise de conscience qu'il est nécessaire d'être respectueux, qu'il est possible de contempler la beauté de la planète. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien de cause à effet ? Moi, mon parcours personnel, c'était effectivement un peu ça. C'est de vivre quelque chose d'intense, de personnel, pour après peut-être avoir envie de m'engager, envie de témoigner. Mais c'est sûr que je pense que avoir envie de protéger la planète demande une forme de réflexion personnelle de quels sont les sacrifices qu'on a envie de faire, quels sont les choix qu'on a envie de faire, de comment on a envie de laisser la planète derrière nous. Parce que toutes les actions qu'on fait, tous les choix qu'on fait, en fait, ont un impact. Et donc ça demande, je pense, effectivement une vraie réflexion, quoi. Et je crois qu'on a vraiment collectivement oublié qu'on faisait partie intégrante, nous les humains, de la nature. Et je pense que essayer de se remettre un petit peu
en tête que en fait, on est des animaux et on fait partie d'un grand tout. Ça demande peut-être une réflexion intérieure avant d'avoir envie de s'engager, peut-être. Ouais. Tu as toujours voulu t'engager écologiquement ? Non, c'est venu en faisant. Moi, j'ai fait des études supérieures d'abord en Angleterre, à King's College, où j'ai étudié un parcours de sciences politiques. Et après, j'ai fait un master en sécurité internationale à Sciences Po. Donc, c'était vraiment des matières tournées autour de la géopolitique et de la science politique. Et les expéditions que je les faisais sur mon temps libre. En fait, je les faisais sur les vacances scolaires que j'avais. Donc, au début, c'était très amateur. C'était des aventures que j'autofinançais en travaillant quelques mois en tant que serveur dans un restaurant, en donnant des cours d'informatique à des personnes âgées. Donc, tout ça était très homemade, quoi. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à devenir plus professionnel en cherchant des partenaires, des sponsors, en commençant à faire des images. J'ai commencé à filmer, à documenter mes aventures et ça a gagné un intérêt auprès des médias et auprès du grand public à force de faire des aventures et d'aller dans des endroits un peu reculés de la planète, de constater certaines choses, d'être le témoin privilégié de certains bouleversements que je me suis dit, ces aventures, ces expéditions, elles peuvent être un porte-voix ou un moyen de porter des causes, mais l'engagement écologique et environnemental, il est venu dans un second temps. Moi, au début, j'étais vraiment animé par l'idée de vivre des aventures, de voir le monde de mes propres yeux, de me challenger, de partir découvrir. Mais c'est vrai que cette expédition en Antarctique, elle a été particulière pour une chose, c'est que c'était l'année 2018. Et fin 2018, il y a eu une vague de chaleur assez inédite en Antarctique qu'on a retrouvée après en 2020. Et au lieu d'avoir des températures de moins 20 degrés, j'ai eu plutôt entre moins 2, moins 5. Et ces températures élevées se sont accompagnées de chutes de neige très importantes. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est fou, quoi. On est en Antarctique, on est loin de toute activité humaine, et pourtant, un continent aussi éloigné, aussi vierge de tout, subit aussi, encore, et tout de même des manifestations du dérèglement climatique. Alors, je le savais sans le savoir, mais le fait de le vivre et de me retrouver face, en fait, à un probable échec en fait de mon expédition, moi ça m'a fait un peu comme un électrochoc, quoi. Et en revenant, je me suis dit qu'il fallait en parler et c'est vrai que cette expédition, elle avait pas, je savais pas en fait que je porterais ce message-là à mon retour, mais comme ça a été très dur pour des raisons climatiques et environnementales, je me suis dit que c'était un petit peu mon rôle aussi d'être le témoin de ce qui s'était passé sur le climat, l'environnement. Mais il y a aussi le regard en fait du public qui m'a aidé à porter ces messages. C'est-à-dire que quand je suis rentré, en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont sollicité pour parler d'environnement. Ça m'a un peu interloqué parce que je me considère pas être un militant ou un activiste pour le climat. En tout cas, peut-être un petit peu à ma façon et à mon échelle, mais si je me compare à des gens comme Camille Etienne ou qui font un travail formidable et que j'admire, moi aujourd'hui, je me sens pas capable en fait de porter ces combats comme elle le fait, par exemple, même si... Peut-être qu'elle se sentirait pas capable d'aller au pôle Sud. Peut-être, je sais pas, mais je pense qu'on a vraiment besoin de tout le monde et je crois que il faut pas trop critiquer, quoi, et se mettre des bâtons dans les roues. Enfin, moi, c'est Camille qui m'avait dit ça d'ailleurs quand je lui disais, mais en fait, moi, je me sens pas légitime pour parler d'écologie et d'environnement parce que je vais sur le terrain, parce que du coup, ça veut dire des déplacements qui sont parfois lointains. Et elle me disait, mais en fait, t'as tort. Il faut pas réfléchir comme ça. Personne sera parfait, quoi. Si tu cherches à être parfait, tu feras rien parce que tu pourras jamais l'être. Et ce qu'il faut, c'est montrer que t'es conscient, de faire des efforts, d'essayer d'être moteur et actif sur ta zone d'influence. Ça, c'est Jean-Louis Etienne qui dit souvent ça. Soyez actifs sur votre zone d'influence. Et je pense que si on l'est chacun dans nos propres réseaux, auprès de nos propres entourages, ça fera la différence. Donc, chercher à être parfait, je crois vraiment que c'est pas une bonne chose. Et ça, je l'ai intégré. Donc ouais, moi je me vois plus comme quelqu'un qui essaye de faire mieux, quelqu'un qui essaye de montrer qu'il est plus conscient, quelqu'un qui essaye d'embarquer les gens aussi autour de soi. Et donc je m'estime plus être en chemin, plus qu'avoir vécu une révolution et d'avoir trouvé la vérité. Alors maintenant, ton engagement pour l'environnement,
Il s'incarne comment dans ta vie au quotidien et puis dans ce que tu es en train de construire comme projet? Le fait d'avoir fait cette expédition en Antarctique, d'avoir effectivement gagné un petit peu en reconnaissance sur ce sujet, m'aide à porter la voix des pôles de manière légitime et peut-être plus importante qu'avant. Et donc moi, ces mondes me fascinent, me passionnent. Et donc on a fait 2 documentaires sur la fonte des glaciers et l'accès à l'eau. Parce qu'il y a un lien qui est direct. On a traversé les Alpes d'abord en ski de randonnée de Chamonix à Zermatt avec une glaciologue pour aller documenter la fonte des glaciers alpins. Et on en a fait un film qui s'appelle La haute route au fil des glaciers. Et le dernier film, c'était lui, pour le coup, en Asie centrale, dans le massif du Pamir, au Tadjikistan. Et là, on est allé à la recherche d'un glacier qui s'appelle le glacier Fedchenko et qui est le plus long glacier de montagne du monde. Et avec un écrivain voyageur qui s'appelle Cédric Gras, on est allé de la mer d'Aral, qui est une mer aujourd'hui asséchée, jusqu'aux sources de la mer d'Aral qui sont en haut de ce glacier Fedchenko pour montrer un peu le lien qui pouvait exister entre des fleuves, des mers qui sont en aval et des glaciers qui sont dans les montagnes et expliquer un petit peu comment le réseau de fleuves et le réseau hydrique pouvaient fonctionner dans des pays désertiques comme le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan. Donc les projets que je mène aujourd'hui, ils sont tournés autour de documentaires de sensibilisation sur les mondes polaires ou la glace, ou des projets scolaires. J'ai mené une aventure à la voile en péninsule antarctique en janvier et février 2023, où on avait 16 500 écoliers qui suivaient une aventure à la voile jusqu'en baie Marguerite, où là on est allé sur cette péninsule pour rassembler de la donnée, produire du contenu, à la fois vidéo, mais aussi photo et aussi du contenu audio. On a enregistré la faune, on a fait des vidéos des glaciers, des icebergs, et 16 500 écoliers suivaient cette aventure toutes les semaines. On a créé comme ça des colis pédagogiques. Et après, on a fait beaucoup d'interventions dans les écoles, et on continue à en faire d'ailleurs. Et comment ça se passe alors, les interventions dans les écoles? Comment t'es accueilli, toi, par les écoliers? C'est toujours des moments qui sont enrichissants des 2 côtés, il me semble. Ils me donnent de l'énergie parce que je trouve que quand on évoque justement ces thématiques de fonte des glaces, ces thématiques de réchauffement climatique, ils ont beaucoup d'éléments, d'informations et leur niveau de compréhension des enjeux, c'est pas du tout le même que celui que moi je pouvais avoir à leur âge. Il y a du chemin qui est fait. Cette cause-là, ils s'en emparent plus que directement, quoi. Et donc ça, je trouve que ça donne de l'espoir aussi. Et après, je trouve que le fait d'y allier des photos, des films, de la dimension aventure, ça les fait rêver. Ça leur montre aussi que voilà, quand on a une idée, quand on a un projet, quand on a un rêve, y a des choses assez formidables qui sont possibles. Est-ce que c'est ça aussi que toi tu ressens, qu'il y a aussi un besoin de retrouver du positif dans la manière dont on traite ces problématiques environnementales, notamment auprès des enfants? Oui, complètement. C'est un peu l'objet de ces différentes expéditions, c'est de montrer que tout n'est pas perdu, c'est de montrer que la Terre est belle, et pour ça, en fait, on a besoin de tout le monde, quoi. Encore la semaine dernière, là, je suis allé à un spectacle à Paris où c'est un humoriste qui parle d'environnement. Et il est très fort parce que justement, il arrive à nous faire rire sur des sujets qui sont en fait pas du tout drôles, quoi. Et je pense qu'on a vraiment besoin de tout le monde pour essayer de lutter contre le dérèglement climatique. Et ça passera par toutes les sphères de la société. Et je pense que les aventuriers, les entrepreneurs, les humoristes, les artistes, on peut tous s'emparer de la cause pour en parler avec nos mots, avec notre sensibilité. Et montrer que voilà, il y a des belles choses, il y a des solutions. Et moi, ce que je fais avec l'aventure, c'est parce que c'est une manière d'en parler qui donne envie de s'y intéresser. La vulgarisation de la science par l'aventure, c'est vraiment une formule qui fonctionne, quoi. Et les documentaires qu'on a faits le montrent. On part comme ça, rechercher un glacier. Mais en fait, l'excuse, c'est de parler des glaces. C'est de parler de la fonte des glaciers, c'est de parler de l'accès à l'eau. Et il y a cette dimension aventure qui fait rêver. Et allier les deux, c'est une manière d'essayer de faire avancer les choses. Wabi, un documentaire sonore massif réalisé par Théo Boulanger et produit par Social Calling. Écouter Wabi, c'est un acte militant pour prendre soin de soi et veiller sur la nature. La révolution écologique intérieure ne fait que commencer.